Il a surpris tout son monde en présentant sa démission cet après-midi. François de Rugy quitte le gouvernement. Le ministre de la Transition écologique était pris dans une polémique depuis les révélations il y a une semaine maintenant sur ses luxueux dîners aux frais du contribuable. Cette démission marque-t-elle la fin de la carrière politique de François de Rugy? L'ex-président de l'Assemblée nationale va redevenir automatiquement d'ici un mois député de Loire-Atlantique. Vous allez voir que les réactions à cette démission sont très nombreuses. À droite comme à gauche, et puis c'est le 4e ministre d'État qui quitte le gouvernement Philippe en l'espace de 2 ans. Un coup dur pour Emmanuel Macron. Et cette question, qui pour remplacer le ministre de la Transition écologique et solidaire? On fera le point dans cette édition. Et on va revenir sur cette démission pour le moins surprise aujourd'hui de François de Rugy avec Franck Alizio. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président du groupe Rassemblement National PACA. Bonsoir Sarah Legrain, merci d'être avec nous. Vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise. Et Olivier Perrault nous a également rejoint. Bonsoir, vous êtes journaliste au Point. On va faire le point, c'est le cas de le dire, effectivement sur ce feuilleton qui a tenu en haleine véritablement toute la France. Les précisions tout de suite avec Anthony Favetti. Tout commence mercredi dernier lorsque Mediapart révèle l'organisation de dîners privés fastueux à l'hôtel de la Sey. François de Rugy est alors président de l'Assemblée nationale. Au menu, homard, champagne et grand cru, aux frais du contribuable. Très vite, les articles s'enchaînent. On parle de travaux dispendieux au ministère de la Transition écologique. 63 000 € pour rénover l'hôtel de Roquelaure, dont 17 000 rien que pour un dressing. Au soir de cette première journée, François de Rugy publie sur sa page Facebook des factures et tente de se justifier. Les travaux effectués fin 2018 ne portaient aucunement sur des éléments ayant d'ores et déjà été rénovés il y a 16 ans, mais sur des pièces plus anciennes. Le lendemain, en déplacement dans les Deux-Sèvres, le ministre affiche un visage serein. J'ai répondu à toutes les questions qui m'étaient posées. Je suis pour la transparence depuis toujours. Je la pratique. Je la pratique depuis toujours. François de Rugy fait même preuve de sang-froid face aux provocations. Je ne ferai pas de mauvais esprit, mais il n'y a pas de 20 millésimés là. Non, je préfère l'eau, moi. Ouais. Contrairement à ce qu'essayent de faire croire certains, moi je ne suis ni un connaisseur ni un amateur de grand vin. Pourtant, quelques minutes plus tard, son déplacement est brusquement interrompu. François de Rugy doit rentrer à Paris. Il est convoqué en urgence à Matignon. Presque 2 heures d'entretien et le ministre publie un communiqué où il annonce qu'il remboursera le moindre euro contesté. Matignon et l'Assemblée nationale vont enquêter sur ses dépenses. Mais François de Rugy n'aura pas de répit. Le soir même, il est à nouveau ciblé dans la presse pour la location d'un appartement à loyer social préférentiel près de Nantes. Sur les réseaux sociaux, il assure n'avoir jamais eu connaissance de cette particularité. Le lendemain, vendredi, Mediapart annonce qu'il n'a pas payé d'impôts en 2015. François de Rugy a pu retrancher de son revenu des dons défiscalisés. Il s'explique à nouveau. Une seule raison, les dons de 1 200 € que je faisais chaque mois au parti Europe Écologie Les Verts en tant que député du groupe, comme tous les autres députés du groupe et comme tous les autres parlementaires qui financent ainsi leur parti et la vie politique. Où s'arrêtera l'acharnement ? Malgré sa présence à la tribune présidentielle lors du défilé du 14 juillet, François de Rugy embarrasse la majorité, jusqu'au chef de l'État qui finit par s'exprimer sur l'affaire depuis Belgrade ce lundi. Moi, je ne prends pas de décision sur la base de révélations, mais de faits. Sinon, ça devient la République de la délation. Il suffit que je sorte une photographie, je dise 2 choses sur vous, sur n'importe qui, et ça devient les 10 petits nègres. François de Rugy devait faire face ce mardi aux questions des députés à l'Assemblée nationale. Il a finalement démissionné quelques minutes avant à l'issue d'un nouvel entretien avec Édouard Philippe et sous la pression d'une ultime révélation de Mediapart. Le ministre aurait utilisé une partie de ses indemnités représentatives de frais de mandat lorsqu'il était député en 2013 et 2014 pour payer des cotisations à son parti, Europe Écologie Les Verts. Sarah Legrain, vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise. Vous parlez d'une décision sage aujourd'hui ? Je ne sais pas si on peut parler quoi que ce soit de sage de la part de M. de Rugy ces derniers temps. Après, elle était inévitable. Je pense qu'effectivement, elle montre que quand même, ça a fini par percuter là-haut, que c'était plus possible intenable pour l'opinion publique. Et puis sans doute aussi qu'il doit avoir senti que ses soutiens s'amenuisaient, y compris dans son propre camp. Mais bon, cette démission se pose quand même la question de savoir ce qu'elle change.
parce qu'en réalité... Pour vous, elle change rien, c'est ça? Elle révèle quelque chose sur un système, elle révèle quelque chose sur le système que nous dénonçons d'une monarchie présidentielle très oligarchique, complètement déconnectée de la réalité de la vie des Français que ces gens sont censés représenter. Finalement, c'est pas non plus très très différent des centaines de milliers d'euros qui ont été dépensés par M. Macron pour sa moquette, sa vaisselle, sa piscine à Brégançon, etc. C'est quand même tout un univers. Donc ça nous dit quelque chose d'une crise démocratique qui n'est pas réglée et qui ne sera pas réglée, et encore moins réglée quand on voit la dérive autoritaire à laquelle on assiste aussi en ce moment. Même si tout ça, même si tout ça, la démission de M. Castaner aussi. Vous parlez des frais d'Emmanuel Macron, tout ça est légal. Mais ça ne réglera pas la question. Tout ça est légal déjà avec... non, je suis désolée, mais précisément quand monsieur dit « Ah, mais j'ai peut-être en fait, s'il y a quelque chose, je rembourserai si j'ai payé avec les frais, avec l'argent du contribuable des dîners à mes amis, je rembourserai. » Mais rien que de dire ça, il y a quand même un souci. Quelqu'un qui a volé quelqu'un d'autre, la justice, quand elle tranche, elle lui demande pas de rembourser. Elle lui demande de payer pour un délit qui est commis ou un crime qui est commis. Je parlais d'Emmanuel Macron. Mais oui, mais je parle d'un système où vous avez les fonds publics qui sont employés à mener un train de vie qui est totalement déconnecté de ce que vivent au quotidien des Français à qui on dit de se serrer la ceinture, à qui on dit qu'on va encore supprimer des services publics, des postes de fonctionnaires, à qui on dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, à qui on dit quand vous serez au chômage, vous aurez moins d'indemnités alors que vous avez cotisé avec vos propres sous. Et finalement, c'est leur argent qui est employé à cela. Et ça, je crois que ce système-là perdure et que tant qu'on ne passera pas à une 6e République, il perdurera. Et puis je crois aussi que la démission de M. de Rugy ne réglera rien à la question de la crise écologique qui est quand même l'enjeu majeur. Et on va reparler bien sûr. Franck Alizio, vous dites quoi ce soir? Vous êtes rassuré? On a entendu que le Rassemblement national souhaitait notamment la démission effectivement de François de Rugy. Ces choses faites ce soir, vous dites quoi? Enfin? Déjà, je vois que le nouveau monde, en termes d'affaires, n'a rien à envier à l'ancien monde, puisque l'année dernière, à la même époque, on avait l'affaire Benalla, mais entre l'affaire Benalla et l'affaire de Rugy, on a eu l'affaire Ismaël Emelien, l'affaire... C'est quand même pas les mêmes affaires. Richard Ferrand, l'affaire Françoise Nyssen, l'affaire Kohler, enfin, on a eu toute une série d'affaires qui jalonnent les 2 premières années du quinquennat de M. Macron. Pour quelqu'un qui devait laver plus blanc, j'ai relu son programme cet après-midi qui disait évidemment il faut arrêter avec tout ça. Il se moquait d'ailleurs des affaires qu'il y avait eu pendant le quinquennat Hollande. Visiblement, il fait pas mieux. Donc il n'y a rien de nouveau. Pour vous, il y a un décalage entre l'image de l'homme politique François de Rugy c'est une imposture. C'est l'imposture Macron. L'imposture Macron avec le Nouveau Monde. L'imposture Macron avec une gauche. Cette gauche morale, cette gauche bobo, c'est de Rugy et également l'incarnation de ça. Cette gauche qui a donné pendant des années, je ne sais même plus si on peut parler de gauche d'ailleurs, qui a donné pendant des années des leçons et qui revient toujours au bon vieux, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. Comment on peut dire pendant des années, les écolos étaient les champions du laver plus propre, donner des leçons de morale, et puis on est arrivé là. Dès qu'il y a une once de pouvoir, dès qu'ils sont dans l'exercice du pouvoir, ils sont pires que les autres. C'est ça l'imposture. Olivier Perrault, c'est intenable politiquement? Politiquement, c'est intenable parce que quand on regarde le parcours politique de François de Rugy au sein de la Macronie, on se rend compte qu'il est seul. Il n'a pas d'amis. Il avait le même problème que pas Nicolas. Très soutenu, faut le dire. Et puis, voilà, si vous reprenez, alors il y a eu cette tribune qui circulait, qui a été lancée par 2 des conseillers de François de Rugy auprès donc de la majorité présidentielle, qui, faute de signataires, n'a pas été publiée. Aucun ministre n'est vraiment monté au front. Et aucun député ne souhaitait monter au front non plus. Et quand on entend les propos du président de la République hier. Exactement, c'est des propos, on va faire un peu de traduction un peu vulgaire, c'est soit tu pars maintenant, soit c'est nous qui te mettons à la porte. Donc c'était un peu, on lui laissait quand même l'élégance de choisir son propre départ. Il ne faut pas le traduire autrement, c'est pas une décision prise unilatéralement par François de Rugy, c'est faux de dire ça. Donc toujours dans le décryptage, quand Emmanuel Macron parle aujourd'hui d'une décision qu'il respecte, c'est une décision très personnelle. Est-ce que c'est hypocrite ou pas? Ça, je vous laisse le poids de ces mots. Juste la question. Il faut toujours en politique. C'est valable chez vous comme chez vous. Il faut construire des récits politiques. On va pas mettre la tête, on va pas enfoncer quelqu'un plus que déjà il ne l'est politiquement. C'est peut-être pas très élégant de le faire. Ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, de son choix de trahir Benoît Hamon, de rejoindre ensuite Emmanuel Macron pendant la présidentielle de 2017, ensuite d'être
pendant 15 mois président de l'Assemblée nationale. C'est très court, hein, c'est peut-être le plus court de la Ve République. Pour ensuite être remplaçant de Nicolas Hulot, qui était un choix d'ailleurs. Enfin, ce n'était pas le choix d'Emmanuel Macron, François de Rugy. D'abord, il a pensé à Pascal Canfin. Ensuite, il y a eu deux autres noms, Laurence Toubiana, qui ont circulé, etc. Des noms qui circulent de nouveau encore aujourd'hui. Qui circulent aujourd'hui. Et donc, du coup, on se rend compte que finalement, François de Rugy, c'était pas un choix de la Macronie, il était là sans être là, il n'avait pas d'amis. Et aujourd'hui, on s'en rend compte parfaitement. Est-ce que c'est un choix que regrette justement Sylvette Ndiaye? Parenthèse sur le casting, c'est à chaque fois qu'ils ont fait un casting, qu'ils ont cherché de nouveaux membres du gouvernement, on nous a dit attention, ça prend du temps parce qu'on les examine au peigne fin sur leur moralité, leur probité, etc. On voit que c'était vraiment qu'ils avaient personne et qu'ils cherchaient et que ça prenait du temps de trouver des gens pour rentrer au gouvernement. Ils étaient peut-être au courant des dîners, mais ils ont quand même tenté le coup. Je donne la parole dans un instant, juste après le sentiment de la porte-parole du gouvernement, Sylvette Ndiaye, est-ce qu'elle regrette ou pas justement le départ surprise de François de Rugy? Écoutez sa réponse. C'est une démission que je regrette parce que François de Rugy a été un ministre très engagé au sein de ce gouvernement. Ça a été également un parlementaire de la majorité très engagé sur les sujets de biodiversité, de transition écologique, d'environnement. Et donc évidemment, c'est une perte pour le gouvernement. Mais je crois qu'il avait à cœur, à travers cette décision personnelle de quitter le gouvernement, d'avoir à la fois toute l'attitude pour pouvoir se défendre, mais aussi avec un très grand sens des responsabilités que je veux souligner maintenant. Sarah Legrain, c'est une grosse perte pour le gouvernement? Ça vous fait sourire en tout cas. Je suis sidérée, oui, de l'entendre parler de M. de Rugy comme d'un homme d'engagement. M. de Rugy, c'est un homme de trahison dans ses pratiques politiques, puisque c'est à ça qu'il a en fait habitué tous les amis qu'il a eus en politique. Je rappelle qu'il a participé à une primaire à laquelle qu'il a ensuite trahi, etc. De trahison de son camp, de son parti, etc. Mais c'est un homme de trahison sur le plan écologique. C'est un homme qui, si là il avait démissionné parce qu'il était hors de lui que les députés s'apprêtent à voter, en plus dans un vote non solennel, ce qui leur permettra de se cacher, le CETA, qui est un accord de libre-échange climaticide et qui met en difficulté notre agriculture, qui va nous permettre d'importer les pires produits du Canada, que ce soit des OGM, que ce soit des animaux nourris avec de la viande. Ces défenseurs vous parlent d'hommes de compromis. Vous dites qu'il est en gros vendu. Il a prétendu incarner une écologie de pragmatisme, mais aujourd'hui, le pragmatisme, justement, c'est de relocaliser la production, c'est de relocaliser l'agriculture, c'est d'éviter, c'est de réduire drastiquement les gaz à effet de serre. C'est ça qui est pragmatique aujourd'hui. Et quand M. de Rugy a refusé la taxation... C'est pas compliqué à faire du jour au lendemain. Dernier exemple en date, le train Rungis-Perpignan. Voilà, où vous avez en fait le fret ferroviaire, c'est-à-dire ce qui permet de transporter des marchandises de façon peu coûteuse écologiquement, qui est mis à mal et qui est remplacé par 20 000 camions, alors qu'on apprend encore aujourd'hui que maintenant, il n'y a pas seulement les particules fines, mais les particules ultra fines qui sont en train de tuer en France. Qui sont les plus dangereuses. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que derrière M. de Rugy, moi je vous mets ma main coupée, qu'ils vont aller chercher et qu'ils sont plus capables de trouver la moindre personne qui ait une crédibilité écologique, contrairement à M. Hulot par exemple, qui est parti parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de lobby, et qu'ils vont nous trouver un ou une lobbyiste. Je vous mets ma main à couper. On en parle dans un instant, des éventuels successeurs. Surtout pour rebondir sur ce que vous disiez, François de Rugy quand même récupérait des dossiers qui n'étaient pas très, on va dire, populaires et écolo-sympathiques. Par exemple, quand il est arrivé, il y a eu directement cette histoire de choc d'un bateau au large de la Corse avec une marée noire. Ensuite, il a dû récupérer le dossier de la programmation pluriannuelle de l'énergie, puis le dossier de la hausse des taxes et des carburants, gérer une partie des gilets jaunes et de la transition écologique. Et ensuite, il y a eu la hausse. Il avait envie d'y aller à la base d'ailleurs. Pardon ? Il avait envie d'y aller à la base ou on est un peu forcé ? Et il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, François de Rugy. Et ensuite, on avait à côté de lui, donc comme secrétaire d'État, Brune Poirson, qui, elle, récupérait des dossiers, pardonnez-moi l'expression, un peu plus cool. Plus light, ouais. Plus light, plus sympathique, le recyclage, le plastique, les océans. Et donc, du coup, on est dans une situation... Et on est dans une situation où on est dans une situation... Vous dites, est-ce que c'est une perte, pardon. Je finis juste là-dessus. Et on est dans une situation où on a une secrétaire d'État qui a, pendant un an, quand même, a attrapé plus de cuirasses politiques que le ministre d'État. Est-ce qu'il avait eu le temps d'imprimer sa marque? Est-ce que c'est une grosse perte pour le gouvernement, Franck Alizé? Oui, voilà. L'idée de la perte du gouvernement, pas du tout. C'est une épine dans le pied en moins pour le gouvernement. On le voit bien, on va pas se laisser piéger par les éléments de langage du gouvernement. Vous pensez pas qu'ils vont prendre 5 ou 10 jours pour le remplacer, encore une fois? On le salue. Mais non, mais comment vous pouvez tenir comment il pouvait tenir avec Rugy au gouvernement dans ces conditions? Enfin, moi, vous allez devenir conseiller en stratégie. Madame Legrain, je ne mets pas les institutions en cause. C'est-à-dire, je considère que si c'était
pour si c'était la 5e République, Oui, ça me va bien, madame. Oui, la 5e République, ça me va bien. Représenter la France quand le peuple français est représenté avec grandeur, avec les moyens, ça me va bien. Là, c'était pas au nom du peuple français, c'était pas dans ses fonctions de ministre, c'était dans des dîners privés. Là, ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que une bouteille de vin à 500 € pour des dîners privés, lorsqu'aujourd'hui nos soldats, un militaire en France est payé 1 600 € par mois et il risque sa vie, oui, ça me pose un problème. Voilà. Mais ce qui me pose un problème, c'est ce qu'on dirait dans le privé, l'abus de bien social. Voilà, c'est le détournement d'argent public. Vous faites une erreur en pensant pas que c'est une crise démocratique à laquelle on a affaire là. Je crois vraiment que vous faites une erreur en pensant c'est le personnel politique qui est en cause, une question pas les morale de déconnexion. institutions. C'est que ces institutions produisent cette déconnexion, produisent une représentation. C'était ce que nous ont dit les Gilets jaunes pendant des mois. C'est qu'à un moment, nous ne pouvons pas être représentés par une caste politique qui est construite comme cela, qui est construite par tout un système, et y compris par des institutions. Et quand ils ont réclamé le référendum d'initiative citoyenne, c'est précisément qu'ils voyaient bien que ce système-là n'est pas un système. Non, parce que ça, c'est un progrès démocratique. Vous n'êtes pas pour qu'il soit constituant, vous n'êtes pas pour qu'il soit révocatoire. Complètement. Non, la constituante, oui, non. Bon, enfin. Et le révocatoire, non. C'était les deux aspects centraux du. Il y avait 4 aspects. Mais non, c'est pas ça. Non, pour les Français, ce qui est important, c'est s'exprimer sur des sujets, sur des lois. Et la révocation, ce serait pas inintéressant. Vous pouvez toujours laver plus blanc que blanc. Ce qui était assez drôle dans votre échange, c'est que ces derniers jours, quand on écoutait les députés de la majorité nous expliquer le pourquoi du comment ils ne voulaient pas refuser, ils ne voulaient pas défendre François de Rugy, c'était que les arguments qu'ils exposaient étaient relativement les mêmes. C'est-à-dire, on nous a fait un procès pendant des mois avec les Gilets jaunes en disant qu'on n'était pas assez responsable, qu'on faisait pas assez attention aux deniers publics. Et aujourd'hui, et c'est exactement pourquoi aussi certains députés de la majorité ont demandé de se séparer assez rapidement de François de Rugy. Donc on est peut-être dans une situation où les constats faits par les Gilets jaunes ces derniers mois qui ont abouti sur le... Vous pensez que ça mène à un changement sur le fond de ces pratiques-là? Moi, je pense que ça ne le mène pas. Il y a pas longtemps. Les Gilets jaunes, c'était il n'y a pas très longtemps non plus. Le temps qu'il leur a fallu pour comprendre que c'était un problème, c'est Omar, que c'était un problème, que le discours qui continue... On continue à avoir un président de la République qui explique que trouver l'emploi, c'est facile. On continue à avoir ça. On continue encore. Je veux dire, l'ère Jojo le Gilet jaune, ou l'ère notamment François de Rugy qui traite François Ruffin de fasciste, parce que François Ruffin lui fait remarquer que justement, il est le premier à venir en voiture, à faire tourner sa voiture à vide pendant qu'il est à l'Assemblée, et que quand même, quand on est ministre de l'écologie, qu'on donne des leçons à tous les Gilets jaunes en France, on peut quand même soi-même s'appliquer ce qu'on donne comme leçon. Je veux dire, moi, je pense que là, on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre du système, qui est de l'ordre d'un fonctionnement d'une caste qui ne se rend plus compte de sa déconnexion avec le peuple, et que c'est beaucoup plus profond que des pratiques isolées qui sont sanctionnées à la marge parce que ça fait mauvais genre. Je comprends parfaitement votre position, mais à un moment donné aussi, on ne peut pas laisser, que ce soit François de Rugy ou comme disait Emmanuel Macron, en effet, Jojo le Gilet jaune, on ne peut pas laisser aussi les décisions de virer ou non des gens de leur job, qu'ils soient ministres ou qu'ils soient, je ne sais pas, n'importe quel autre job, on ne peut laisser ce choix qu'à la seule décision de la justice. Maintenant, à l'heure où on parle, là, il n'y a rien d'illégal encore. On est bien d'accord, on attend encore les résultats des 2 enquêtes. Puisque la justice ne l'a pas prononcé. Donc au bout d'un moment aussi, il faut comprendre qu'on ne peut pas se soumettre à tout. Même chose pour l'utilisation de l'IRFM. Il y a 20 ans, aujourd'hui malheureusement avec les réseaux sociaux, avec la vitesse, avec les chaînes info, c'est compliqué à tenir. C'était quoi les sommes? 63 000 € pour refaire son appartement, 17 000 € pour le dressing. Mais même si c'est légal, ça pose quand même un problème, non? Il y a combien de personnes en France qui peuvent mettre 17 000 € dans un dressing? Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur dressing, les Gilets jaunes? C'est peut-être plus audible. Les ministres vivent dans des hôtels particuliers, c'est ce qu'on appelle ça, qui sont classés au monument. C'est là où je dis que c'est tout un système. C'est plus tolérable parce que les Français ont le sentiment que les politiques ne pensent plus rien, ne défendent plus aucune conviction et surtout ne font plus rien, ne servent plus à rien. Et ça, c'est parce qu'on les a dépossédés de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire. C'est ça. Mais non, c'est le véritable sujet. Le véritable sujet, c'est ça. Le véritable sujet, c'est ça. Et la souveraineté populaire dans la Ve République, inutile parce qu'elle s'est dépossédée elle-même de ses pouvoirs pour les transmettre à des hauts fonctionnaires, à Bruxelles, etc., ou à des grandes puissances privées. Et bien, automatiquement, ils n'ont plus le respect. Et on considère que tout ce qu'ils font, la moindre chose qu'ils font, c'est déjà trop. Évidemment, pas contre une constituante, ils sont plus respectés. Olivier Pérouki pour remplacer aujourd'hui François de Rugy. C'est un casse-tête ou pas? Alors, je peux vous dire avec certitude que hier soir déjà, Emmanuel Macron sondait les gens qu'il aime bien sonder, son entourage notamment, mais d'autres personnes aussi hors de l'entourage,
un casting dans lequel dans lequel a circulé une série de noms, mais c'est souvent les mêmes qui reviennent. Qui était revenu déjà à la période de la démission de Nicolas Hulot, donc il y a Pascal Canfin. Qui vient de prendre un poste quand même. Qui vient de prendre un poste de commissaire européen à l'environnement, donc c'est difficile d'imaginer pourquoi il partirait de l'Europe, lui qui jure matin et soir que la transition écologique se mène au niveau européen. Il y a aussi le nom de Laurence Soubiana, la négociatrice de la COP21, qui était sur le fil la dernière fois. Qui n'a pas un profil très politique, mais... Qui n'a pas un profil très politique. Il y a évidemment, comme je disais tout de suite, Brune Poirson, qui a attrapé une espèce de aura médiatique pendant un an depuis le départ de Nicolas Hulot. Emmanuel Vargon qui a pris l'intérim, non? Et Emmanuel Vargon, qui est une candidate très appréciée de Matignon, qui a été la chercher et qui l'a mise au gouvernement et qui a fait le job avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire en organisant des débats, etc. Donc c'est une personnalité qui est très appréciée au sommet de l'État, donc pourquoi pas. Je vois Sarah Legrain et Franck Alizzo Sourire, parce que j'imagine que vous allez me dire tous les deux que peu importe la personne, c'est un problème de politique, c'est ça? Problème de vision, évidemment, c'est-à-dire que la même politique va être menée. Le CETA, ils vont quand même le défendre. Le CETA, c'est un scandale. C'est un scandale, je veux dire. On va commercer avec le Canada, premier producteur de végétaux OGM. C'est justement. Alors là, cette même politique va continuer à partir de là, que ce soit Ségolène Royal ou les personnes que vous avez citées qui ont travaillé pour Danone ou Veolia, c'est-à-dire pour les intérêts contre lesquels le ministre va devoir combattre. Ben voilà, on sait très bien que la politique ne changera pas. On sait très bien qu'ils ne vont pas défendre demain le localisme, le juste échange, comme Marine Le Pen le défend, comme l'ont défendu pendant les élections européennes. Voilà. Et c'est ça, la France se grandirait de défendre ça sur la scène internationale, de dire stop au libre-échangisme, à ce productisme effréné. C'est ça qu'il faudrait faire aujourd'hui. Que vous ne m'avez pas parlé du Mercosur. Monsieur Canfin d'ailleurs participera, il faudra qu'il se prononce sur la question du Mercosur, un de ces très nombreux traités de libre-échange qui sont des aberrations Mercosur, Nouvelle-Zélande, climaticides absolument absurdes. Merci, un grand et merci cette politique va continuer malheureusement. Info qui continue sur CNews. Restez avec nous.